Vous écoutez RTF, votre émission sur les relations Taïwan-France. Ici Clément Tricot, et je reçois Jérôme Soldani une nouvelle fois pour continuer à parler de ses recherches sur le baseball à Taïwan. Il est ethnologue et enseignant à l'université Paul-Valéry Montpellier 3. On va continuer à parler de ce que le baseball nous apprend sur Taïwan, tout de suite dans cette émission. Vous avez vu des choses qu'on ne voit pas justement quand on est journaliste ou quand on est extérieur au club. Alors comment ça se passe, cette vie dans ce club, comment ça se passe dans les vestiaires, et qu'est-ce qu'on apprend justement quand on fait partie de ça? Qu'est-ce qu'on découvre quand on étudie comme ça ces questions de représentation un peu politique, etc. du baseball, quand on est de l'intérieur? Alors évidemment, ici, c'est tout le quotidien, la routine, la mise en œuvre du travail, puisque finalement, pour ces sportifs, le baseball, ce n'est pas un jeu ou plus un jeu, c'est leur travail. Encore une fois, ça dépasse le cadre du simple sport. C'est quelque chose qui est tellement permanent dans leur vie, puisqu'ils y passent tout leur temps, finalement, que ça déborde aussi le seul cadre du match, donc de la performance sportive. Donc, en restant avec eux, on commence à voir se dégager bien finalement des logiques de groupe, de vivre ensemble, de contraintes, de routinisation des pratiques, de nécessité des contacts et de gestion des collectifs finalement, d'autant qu'ils viennent souvent d'horizons assez différents. Il y a des joueurs étrangers aussi qui viennent officiers, américains, qui viennent d'Amérique du Sud aussi, enfin états-uniens, canadiens, d'Amérique du Sud, japonais, déjà à l'époque. Donc voilà, ces relations un peu particulières aussi entre joueurs et entraîneurs, les entraîneurs étant souvent aussi des anciens joueurs, voire des anciens coéquipiers. Donc il y a cette espèce de roulement aussi dans l'histoire de l'équipe et des relations. Cette trajectoire partagée aussi par les joueurs taïwanais, ils ont tous suivi la formation dont on a parlé tout à l'heure à l'école, donc la vie en dortoir, les expériences plus ou moins chaotiques avec leurs entraîneurs scolaires, les réseaux d'interconnaissance, parfois des affaires familiales, puisqu'il y a des fratries qui jouent ensemble ou des membres de la famille. Donc finalement, toutes ces relations qui, au quotidien, bien dégagent finalement ce qu'on appelle une communauté de pratique, un groupe qui vit finalement avec une formation commune, des connaissances plus ou moins partagées, des intérêts en commun et des objectifs évidemment qu'ils essayent de faire avancer ensemble, qui sont bien souvent très différents aussi de ce qu'on peut imaginer quand on se trouve à l'extérieur d'une équipe, puisque certes la performance sportive compte et c'est l'objet même de leur travail, mais il y a une question de la gestion de leur capital physique, de leur vie privée une fois de plus, de l'image médiatique du club, de la représentation de l'entreprise, qui s'intègre à finalement tout un dispositif qui est censé relever, et c'est là où il y a une dimension plus politique là-dedans, relever d'un espèce de modèle de société que propose finalement le baseball à Taïwan, les entreprises et tout particulièrement à l'époque les Elephants de Brother, puisque l'entreprise voulait montrer quelque chose de... C'est quel modèle de société qui véhiculait comme ça Oui, justement, je cherche mes mots. On mettait en avant certaines valeurs très importantes et qui permettaient aussi de fédérer leur base de supporters, qui sont des valeurs familiales, d'hygiène de vie aussi. Alors la famille compte beaucoup. Le baseball est un spectacle essentiellement familial où on transmet finalement des expériences, des valeurs, des vertus, comme la frugalité par exemple. On essaye de ne pas être trop démonstratif avec les questions d'argent, la fortune, etc. On essaye de ne pas se montrer trop dépensier ou expansif. Bref, on essaye de proposer des espèces de modèles de vertu, des parangons pour la société, incarnés par certains joueurs. Je pense notamment à Pang Jung-min, qui est toujours très, très populaire aujourd'hui, Cha-Cha, qui est un joueur emblématique de Brother et qui est un joueur qui s'est toujours montré très professionnel dans le sens où il est très appliqué dans sa pratique, dévoué à son club, déterminé sur le terrain, même blessé, il continue à jouer jusqu'au bout. Une espèce de côté un peu à la shonen dans les mangas où on se dépasse l'effort par-dessus tout. Et même dans vos travaux, on le voit dans la construction du baseball à travers l'histoire.
que ce soit après la Seconde Guerre mondiale, etc. Même le KMT mettait en valeur ces notions de valeur, de dépassement de soi, de dépassement de sa propre condition, de pouvoir atteindre des objectifs suprêmes, grâce à l'effort et au travail. C'est des choses qui étaient encore un peu véhiculées du coup à l'époque chez les Brothers. Oui, et quelque chose qui est surtout de la forme de la démonstration d'un investissement très fort. On ne s'autorisait pas, en tout cas la présidence du club n'autorisait pas à l'époque 2 jours de repos d'affilée. S'il y avait des annulations de match suite à un typhon et que le lendemain c'était un jour de repos, le lendemain devenait un jour d'entraînement. On appelait directement l'entraîneur principal en lui disant demain c'est entraînement parce qu'aujourd'hui il n'y a pas eu de match. Donc il faut travailler. Donc il y a vraiment une espèce même de mise en scène de l'effort, quoi. Enfin, il y a une véritable mise en scène de l'effort. Ça va au-delà de la mise en scène. Hein. Il y a une forme de conscientisation aussi de la nécessité d'un effort prolongé et permanent qu'on retrouve dans les modalités d'entraînement, qui peuvent d'ailleurs choquer les joueurs venus de l'étranger, les Américains notamment. Hein. J'aime bien prendre cet exemple sur un bullpen, donc une piste d'entraînement pour lanceurs. Un jour d'entraînement, des lanceurs étrangers, américains surtout, vont lancer une vingtaine, une trentaine de balles pour travailler leur technique, le mouvement, etc. Là où les joueurs taïwanais peuvent en lancer plus d'une centaine, voire 200 pour certains, ce qui est improbable du point de vue des Américains qui s'installent généralement sur le banc à côté pour parier sur combien de balles va lancer leur coéquipier taïwanais, pendant que le coéquipier taïwanais les harangue en les traitant de fainéants, quoi. Parce que pour les Américains, en réalité, cette pratique est même dangereuse, finalement. On se blesse à force. Beaucoup de lanceurs taïwanais se trouvent opérés du coude en fin de carrière parce qu'on trouve des bris d'eau dans le bras. Ouais. Ça devient très handicapant. C'est des blessures, ouais. C'est l'usure, c'est au-delà de la blessure. En fait, ouais. C'est l'usure même de l'articulation. Et aux États-Unis, ce n'est pas possible. Hein. C'est interdit ce type de pratique de lancer à répétition trop long et trop intense. Ce n'est pas couvert par les assurances. Donc, on interdit les joueurs taïwanais ou japonais de faire la même chose que chez eux aux États-Unis. Mais à Taïwan, il y a une forme de... comment dire, c'est quelque chose qui est très intégré pour les joueurs et les lanceurs taïwanais. C'est qu'il y a cette nécessité de travailler dur et de pouvoir faire la démonstration qu'on travaille dur, précisément. Donc, c'est là où se trouve aussi cette espèce de modèle, sans parler, évidemment, de ces entreprises mondaines, finalement, où l'entreprise se trouve à tous les niveaux de la vie de ses employés. C'est particulièrement vrai pour les équipes de sport. Voilà. Alors, il y a une chose aussi qui, dans vos travaux, dont on va devoir aussi un peu parler, c'est les scandales de corruption qui ont touché le baseball à Taïwan. Parce que là, on vient de parler justement des valeurs. Je trouve que ça fait une belle transition. Parce qu'il y a des valeurs qui sont mises en avant, il y a des valeurs qui sont véhiculées, l'effort, peut-être une logique de corps, etc., dans lesquelles on peut de famille, dans lesquelles on peut se retrouver. Mais Taïwan a été touché, le baseball taïwanais a été touché par des grands scandales de corruption dans les années 90 et vers 2008-2009, pile quand vous étiez anthropologue chez les Brothers. Ça, c'est quelque chose qui a marqué, en tout cas, dans les médias, on retrouve ça, hein, mais vous le dites dans vos travaux. Ça a déçu la population, ça a déçu les supporters, ça a vraiment marqué quelque chose. Alors, est-ce que vous pouvez peut-être nous évoquer cette question des scandales de corruption et l'impact que ça a pu avoir sur le baseball taïwanais ? Et c'est là que l'idéal se heurte à la réalité. Voilà, on arrive dans terriblement, voire se fracasse dessus. Effectivement, le baseball, j'insistais dessus, est un sport qui véhicule des valeurs familiales, des valeurs sociétales, des valeurs d'exemplarité, de modèle. Alors évidemment, quand ceux qui sont censés le représenter au mieux, à savoir les professionnels, se retrouvent impliqués dans des scandales de matchs truqués et donc de corruption, et évidemment, cet idéal se retrouve littéralement broyé ou en tout cas éclaté. Et c'est effectivement quelque chose qui a été chronique depuis les tout débuts de la Ligue professionnelle, hein, au début des années 1990, jusqu'à la fin des années 2000, début des années 2010. Depuis, c'est vrai, il n'y a pas eu de grands scandales, mais le système a un peu changé suite aux grandes révélations de fin 2008
Parce que dans votre article, par exemple, moi j'avais relevé des choses, c'est que pour même des joueurs qui étaient peut-être un peu honnêtes à la base, on était tellement sollicités pour peut-être participer à des matchs truqués, pas forcément pour faire perdre l'équipe, mais peut-être pour creuser des écarts ou certaines choses comme ça, que même certains joueurs qui, à la base intègrent, on leur proposait des sommes tellement énormes par rapport à leur salaire qui n'était pas si élevé, qu'en fait c'était difficile, ça se jouait même dans des cercles familiaux, ça se jouait à plein de niveaux différents, cette tentation de la corruption, qui fait que c'était très complexe et parfois même difficile pour des joueurs de refuser, en fait, tout simplement. Et que après, il y a eu des choses qui ont été faites, si j'ai bien compris, pour que les joueurs soient un peu mieux considérés, pour qu'ils soient un peu moins incités à aller vers de la corruption, en fait, tout simplement. C'est exact. C'est là où le microcosme finalement du baseball taïwanais et des équipes professionnelles est un peu révélateur aussi de ce qui se passe dans l'ensemble de la société taïwanaise, puisque les affaires de corruption et la prégnance de certains groupes mafieux ou d'organisations criminelles n'est évidemment pas propre au monde du baseball, mais très prégnant dans la société taïwanaise et jusqu'au plus haut niveau du monde politique, avec des factions locales très puissantes et des grandes mafias également locales très fortes. Les joueurs de baseball taïwanais, pour la très grande majorité, pour ne pas dire la quasi-totalité, viennent de milieux très modestes, que ce soit des enfants de la paysannerie du sud de Taïwan ou des membres des communautés autochtones, donc des gens qui viennent d'extraction modeste, et qui se sont retrouvés dans des situations complexes parce que finalement pris dans des mailles de relations de clientèle, c'est-à-dire de dépendance économique à des patrons mafieux très puissants très vite. C'est-à-dire que dès leur jeune âge, ils sont repérés comme étant prometteurs, etc. Et on a des membres de la mafia ou des représentants de la mafia qui peuvent parfois être des membres de la famille des joueurs, qui viennent proposer, pour les aider, puisqu'ils n'ont pas beaucoup d'argent, des sommes importantes à eux-mêmes ou à leur famille. Il faut se dire que certains joueurs ont été amenés à accepter des sommes d'argent importantes pour permettre à leurs parents de reconstruire leur maison après des tremblements de terre. Donc des choses qui vont au-delà en fait du simple intérêt pour l'argent. Dans les valeurs morales. C'est là où ça devient très complexe parce que finalement, la raison les raisons pour lesquelles certains joueurs se sont commis dans des affaires immorales sont des raisons hautement morales par ailleurs. On parle de piété filiale. C'est ça, on n'est pas en train de les excuser, mais en tout cas, on essaie de comprendre comment on se retrouve là-dedans. Ça ne les excuse pas, mais ça explique, et c'est ça le travail de l'anthropologue aussi, c'est d'apporter une vision plus nuancée sur ces histoires. C'est que finalement, sans excuser les joueurs, il faut comprendre comment ils en sont venus à être pris finalement dans des relations de clientèle complexes qui ont débouché à des situations de corruption où finalement, pour rembourser leurs dettes, on ne leur demandait pas de l'argent, on ne leur demandait pas des intérêts, on leur demandait finalement d'arranger des scores de match parce qu'effectivement, il s'agit souvent moins de gagner ou de perdre, ça peut arriver, que de gérer des scores. On connaît des affaires, des cas célèbres où finalement des joueurs étaient corrompus, c'est-à-dire truquer le match tout en le gagnant, mais en gérant finalement l'écart de score de leur équipe dans la victoire. Et ils se défendaient de fait d'avoir triché oui, mais on a gagné quand même. Ouais. On n'a pas triché, on a gagné. Voilà, donc j'ai fait mon travail, j'ai fait gagner l'équipe, je ne vois pas ce qu'on me reproche. Le problème est que toutes ces manœuvres-là sont évidemment prohibées, on ne contrôle pas le score, on ne se commet pas dans les paris, etc. Mais voilà, le problème c'est que c'est un souci très profond. Il suffit souvent d'un ou deux joueurs corrompus. Parfois, le remboursement de la dette se fait par la mise en relation avec d'autres membres de leur propre équipe. Donc on voit comment finalement le réseau devient tentaculaire. C'est ça, où ça se propage. C'est l'idée du ver dans le fruit. Une fois qu'un joueur est présent et la pomme, corrompu, il devient un intermédiaire, un gant blanc, on appelle ça un gant blanc dans le système taïwanais, des équipes. Voilà, et ça, c'est vu comme étant... comment dire, il y a des signes avant-coureurs, on voit commencer à apparaître des gens qui n'apparaissaient jamais dans l'entourage de certaines personnes, se rapprocher d'autres joueurs. Effectivement, à l'époque, les salaires n'étaient pas très élevés, ils ne sont toujours pas aussi élevés
les grandes stars de la Major League Baseball aux États-Unis. Hein. À l'époque où je commençais mes recherches, mon salaire de jeune chercheur boursier en doctorat était à peu près équivalent à celle de la moitié des joueurs de l'équipe de Brother. Donc, pas quelque chose d'immense. Hein. Ça tourne autour de 2000 €, quelque chose comme ça. Donc, évidemment, les sommes astronomiques proposées pour truquer un match, parce qu'elles sont astronomiques, et finalement négligeables. Hein, elles sont astronomiques et négligeables au regard de ce que ça pouvait rapporter aux bookmakers. Oui, voilà, c'est ce toujours, que les bookmakers ça disaient reste dans les rapports de tribunaux. Ils pouvaient dépenser des sommes d'argent énormes pour corrompre les joueurs, en tout cas énormes au regard de leur salaire, mais ridicules au regard de ce que ça pouvait leur rapporter en termes de retour sur investissement à travers les paris. Alors effectivement, pour tenter de juguler ce problème, parce que la crise de 2008-2010 a été très marquante. À la fin de l'année 2008, on s'était aperçu que toute une équipe était possédée par une entreprise qui était en fait une société écran d'un groupe mafieux. Donc, c'est du jamais vu hein, dans l'histoire du baseball mondial, c'est quelque chose d'unique. Donc, l'équipe tout entière a été littéralement renvoyée, balayée. Ça a donné lieu à des tonnes de procès avec des politiques de haut rang qui étaient impliqués dedans. Donc, une affaire un scandale assez fort. Scandale d'État. En 2009, les affaires ont continué. Les Elephants ont été particulièrement touchés en 2009. Je n'y étais pas, c'est une année de césure pour moi. J'ai été présent toute l'année 2008 et je suis revenu en 2010. Donc il y a eu un avant-après quand même, hein, du coup j'imagine. Voilà, il y a un avant, un après très singulier puisque quand je suis revenu en 2010, la moitié des joueurs et des entraîneurs que je connaissais n'étaient plus là. Ils avaient été renvoyés du club. Donc ils ont été renouvelés par de nouveaux entraîneurs et des jeunes joueurs qui ne me connaissaient pas, qui pensaient que j'étais un ancien joueur, vu que leurs camarades, leurs aînés me parlaient comme si on se connaissait depuis des décennies, ce qui n'était pas le cas. Donc bref, voilà, les changements de relations. Et finalement, entre 2009-2010, effectivement, les choses ont un peu changé. Les salaires ont commencé à être négociés un peu plus publiquement, ce qui n'était pas le cas avant. Avant, c'était des négociations privées et individuelles. Ils ont été rehaussés, donc les joueurs gagnent plus. Et je crois que l'une des réformes qui a été les plus utiles, ça a été l'autorisation de la création d'un syndicat de joueurs, ce qui n'était pas autorisé auparavant, et qui a permis la mise en œuvre d'une solidarité horizontale plus importante entre les joueurs des différentes équipes et d'avoir des moyens justement bien de réclamer des se choses. Retourner vers le syndicat pour prévenir de manœuvres frauduleuses ou de menaces dont les joueurs pouvaient être l'objet. Voilà. Ce qui a contribué à augmenter leur protection sur le long terme. Cette émission RTF se termine ici. C'était Clément Tricot, nous étions avec Jérôme Soldani. N'hésitez pas à vous rendre sur la page de l'émission pour plus de liens vers le podcast, mais aussi sur le baseball, les recherches de notre invité, etc. Il y en a pour tous les goûts. C'était donc un nouvel épisode de cette émission. Je vous donne rendez-vous bientôt pour d'autres sujets. Et d'ici là, portez-vous bien.